Alors c'est une problématique très intéressante qui a différentes acceptions, acception économique, acception politique, acception philosophique. Alain Soral serait très dérangé par cette question, car lui, en tant qu'ancien communiste, il fait bien la distinction. C'est-à-dire qu'effectivement, pour quelqu'un comme lui, le communisme, dans sa compréhension dialectique à l'époque, dont lui il se revendiquait, n'est pas compatible avec l'avancée du grand capital. Après, il est vrai qu'on peut faire un parallèle assez fort, assez prégnant actuellement entre la soviétisation de l'économie, pour le dire rapidement, et le capitalisme monopolisme qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Après, moi, je serais tenté de dire que le capitalisme est par essence communiste dans le sens où il est par essence monopoliste. Parce que quand toi tu parles de communisme, tu parles de cette monopolisation et cette concentration. Et de l'expropriation, le fait d'expropriation. Quand Klaus Schwab Voilà. dit vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Et justement, le communisme, c'est qu'il n'y ait plus de propriété privée. Est-ce que la propriété ne va pas se concentrer aux mains de quelques acteurs et n'est plus rien? Oui, mais après il y a différentes. Alors là, ça pourrait nous emmener trop loin sur ce qu'a été l'histoire du marxisme, notamment. Après, l'histoire carrément en termes politiques du marxisme-léninisme, mais c'est vrai que le parallèle est réel dans une certaine mesure, mais je pense qu'il y a des limites. Et la limite la plus profonde, c'est que, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, c'est que le communisme est un moment politique, alors que le capitalisme est un phénomène économique, quasiment éternel, immanent, dirait Francis Cousin. Les droitards ont beau jeu de se focaliser sur le forum de Davos en disant c'est le communisme qui revient. Je pense que c'est une erreur dialectique. Klaus Schwab et compagnie représentent les intérêts de la grande banque et pas les intérêts de Joseph Staline. Après, effectivement, on peut rentrer dans certaines interprétations historico-politiques qui font que on a pu considérer que derrière le communisme, le marxisme-léninisme, effectivement, se cachaient les intérêts de Wall Street, etc. Mais ça, c'est plus conjoncturel et historique. Mais profondément, j'ai envie de dire, l'ennemi, c'est le capitalisme cannibale, historiquement. Enfin, l'ennemi. Ça nous amènerait sur d'autres discussions, mais moi, je suis un fervent défenseur du capitalisme productiviste, malgré les apparences, bien que je sois un révolutionnaire de gauche, entre guillemets. C'est le sens de mon développement aujourd'hui, c'est effectivement de dire que le projet, par essence et par ambition, pourrait être mondial, mais ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, et cela depuis plusieurs années, et effectivement, ils sont obligés de se rétracter, sur une zone qui, à mon sens, s'amenuise de plus en plus, qui, à la fin, peut-être concernera plus que la France et la Belgique, mais après, c'est toute la dialectique politique, métapolitique par rapport à cette question. Après, moi, j'aime pas trop parler du projet eschatologique global, parce que je trouve que ça nous sort parfois un peu de la réalité. Donc oui, il y a un projet global, universel, si tu veux, mais ça, c'est presque abstrait. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les contingences, et on voit que le plan dont je vous ai parlé correspondait à ce qu'on appelle l'Occident, et que là, il est vraiment en train de se déliter et de plus en plus en train de se restreindre au Canada, à l'Union européenne, et on va voir en fonction d'eux si le rapport de force n'est pas terminé. Ça va encore évoluer, et peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça repartira sous d'autres latitudes. Voilà. Après, le projet de fond réel, que vous savez si vous connaissez un peu l'égalité-réconciliation, effectivement, il est mondial. Et ça, je pense que c'est assez du fantasme pour ces gens-là. Alors sur la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que vraiment ce qui motive la Chine en tant qu'État, c'est le commerce. Leur agenda profond vise à pérenniser leur développement économique en passant par le commerce international. Ce commerce est éviter, malgré les apparences encore une fois, éviter les confrontations militaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui n'exclut pas potentiellement dans les années à venir une intervention par exemple à Taïwan comme on en entend parler, ou peut-être des frictions avec l'Inde.
comme c'est assez latent, c'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas la motivation structurelle de la Chine, à mon sens. Après, si on veut revenir vraiment très brièvement sur l'historique de la Chine, c'est très complexe. Hein. Mais moi, j'avais noté que la Chine a effectivement joué un double jeu, en tout cas négocié relativement avec les puissances occidentales et notamment avec les États-Unis, puisqu'elle a passé des contrats dans les années 90-2000, les années 80-90-2000, avec les multinationales américaines. Et elle est devenue l'atelier du monde. Mais elle a voulu devenir l'atelier du monde. On ne l'a pas forcé totalement à devenir l'atelier du monde. Elle a profité de ces partenariats pour son développement économique. D'abord sur la côte chinoise. Ça prend des années, c'est le long processus chinois. Et puis après, de plus en plus, effectivement, dans les terres. Après, il faut savoir qu'en Chine, pareil, on a l'impression, nous, on a une vision lointaine, on se dit, ah, c'est la dictature, machin, truc, c'est le centralisme, machin. Il y a des provinces en Chine. Les pouvoirs régionaux sont très forts en Chine. D'accord ? C'est pas du tout aussi monolithique qu'on ne le croit. Et l'ère Xi Jinping, qui est l'ère actuelle, effectivement, elle vise à poursuivre cette logique en devenant maîtresse de son commerce et en ouvrant potentiellement de nouveaux marchés. Ça ne fait pas d'eux des capitalistes à la George Soros, c'est pas exactement la même chose, mais ils sont dans cette logique. C'est pour ça qu'ils ont tenté de développer les routes de la soie. C'est dans cette logique que s'inscrit ce projet. Et le problème, c'est que le projet des routes de la soie a commencé à vraiment gêner l'Occident et gêner ces multinationales. C'est-à-dire que les multinationales américaines, pour faire simple, sont d'accord pour que la Chine soit l'atelier du monde. Il ne faut pas trop pousser non plus au niveau du commerce. Donc la Chine, naturellement, est proche de la Russie. Je pense qu'elle va rester dans sa sphère en termes commerciaux au niveau de la sphère eurasiatique. Et je pense que par rapport à son passif de ses relations avec les Occidentaux, notamment la guerre de l'opium, les guerres de l'opium, je pense qu'elle a conscience de la dangerosité des Occidentaux, leur perversité. Après, on pourrait parler de la guerre de l'opium, de qui était derrière la guerre de l'opium, etc., etc. La Chine, si elle se radicalise, elle ne se radicalisera pas militairement, elle se radicalisera dans ce qu'on appelle la guerre commerciale. Donc peut-être qu'il y aura des coups, effectivement, comme ça. D'ailleurs, petite hypothèse de plus, on voit en ce moment que certaines régions de la Chine reconfinent, sous couvert de variole du singe, là. Pareil, on se pose des questions, on se dit que c'est bizarre, c'est presque contradictoire avec l'image qu'on a d'eux, alors qu'on pensait qu'ils étaient quand même en dehors du narratif depuis longtemps, qu'ils étaient sortis de ça, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Mon interprétation et d'autres interprétations, c'est que c'est peut-être un acte de guerre commerciale de la Chine contre les Occidentaux pour leur dire « je ne peux pas exporter de matières premières ». Moi, je confine, regardez, j'ai tout bloqué, la rupture de la chaîne d'approvisionnement, je suis désolé, c'est à cause du Covid. Et en fait, c'est reprendre à leur jeu le narratif occidental en leur disant vous voulez le Covid ? J'ai le Covid. Donc, démerdez-vous. Démerdez-vous, vous n'avez pas de matière première, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Ensuite, les républicains, bah oui, c'est vrai. Enfin, les républicains trumpiens, parce que, attention, aux États-Unis, pareil, très nuancé, les républicains trumpiens, il y a des républicains anti-trumpiens, enfin bon, voilà. Mais effectivement, je peux que confirmer ce que tu as dit. Il y a de très fortes chances qu'au midterm, les républicains fassent, peut-être pas une razzia, mais marquent un coup et reviennent de plus en plus dans le débat politique et perturbent, on va dire, l'institutionnalisation du pouvoir aux États-Unis et que ça soit le marchepied, effectivement, au retour peut-être de Donald Trump ou de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un peu tôt pour Elon Musk, mais c'est pas impossible. Non, je pense qu'Elon Musk a le potentiel pour jouer le trublion dans les prochaines élections américaines. Peut-être pas celles de 2024, mais celles d'après. Il a le profil, c'est un peu l'anti-Zuckerberg de ce point de vue-là. Zuckerberg qui avait failli être candidat démocrate, vous savez. Donc oui, je pense que tout ça, ça sert effectivement de rampe de lancement à potentiel retour de Donald Trump en 2024 au pouvoir. Après, de toute manière, la marge de manœuvre de Biden est beaucoup plus faible qu'on ne le croit. Et moi, je ne crois pas à la réalité pleine et pure de l'administration Biden. Je pense qu'ils ont une marge de manœuvre très réduite. Je pense que l'administration Trump a plus ou moins négocié, chantagé l'administration Biden et il les a plus ou moins relativement sous contrôle. Je sais que c'est une interprétation optimiste. C'est relativement sur la ligne de Cossette. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi je vérifie par rapport à certains faits et j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans. Je pense même que c'était la meilleure solution pour l'administration Trump, parce qu'on me dit mais pourquoi ils ont fait ça ? Je veux dire, si jamais ils ont vraiment le contrôle, pourquoi ils ont fait ça ? Je pense que c'était la meilleure solution pour éviter la guerre civile et la guerre de sécession aux États-Unis, dont l'affaire George Floyd était effectivement un préalable qui nous laissait entendre que c'était possible. Voilà. Ensuite, dernière question, qui en France pour incarner, qu'on essaye, nous, de véhiculer, vous le savez, on n'a pas de représentants au niveau politicien en France. La seule chose que je peux dire, c'est que je parie relativement que dans les 2 ans à venir, je ne dis pas que Macron va être destitué, je ne dis pas qu'on va vers un effondrement politique du régime, mais je dis que ce n'est pas impossible. Je dis que ça va tanguer, et ça pourrait tanguer au niveau institutionnel, ça pourrait tanguer au niveau populaire, ça aura des implications, et il pourrait y avoir
des brèches politiques. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. Est-ce qu'à un moment il y aura une dissolution de l'Assemblée? Est-ce qu'à un moment il y aura un remaniement général? Est-ce qu'à un moment ça sera plus chaotique qu'à un autre au niveau politique? Et peut-être que là, il y a des gens qui vont émerger. Et nous, notre rôle, parce qu'on existe politiquement, c'est de faire entendre notre voix à ce moment-là. Et donc il faudra pousser les gens comme nous, il faudra pousser ce que représente Alain Soral, il faudra peut-être dégager certaines personnes aussi, parce qu'il y aura les Mélenchoniens qui vont se pointer, et on dira attention, voilà, j'ai la 6ème République, moi. Oui, donc peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, peut-être qu'on va devoir pousser du bras Chouard et lui dire attends, ou peut-être pas, peut-être qu'il va venir avec nous, voilà, c'est ce genre de truc. Donc, restons prêts, restons vigilants, peut-être restons vigilants plus que jamais. Malheureusement, je sais que c'est pas très motivant parce qu'on n'est pas dans l'action physique concrète. Après c'est pareil, le jour où il faudra y aller, on verra qui se lève, c'est encore autre chose. Mais ne croyez pas qu'on est dans l'aseptisation totale. Nous sommes dans un projet d'aseptisation totale, ça s'aseptise au maximum autour de nous, mais restons éveillés et restons sur le qui-vive et prêts à agir. Après il faudra agir de la bonne manière, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas faire des actions débiles, c'est plébisciter la bonne personne, plébisciter les bonnes idées, être sur le qui-vive, éviter les pièges, rester conscient. Voilà, moi je pense que c'est ça ce qu'on a à faire. Et après, pour le parallèle avec par exemple ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, Mike Flynn a beaucoup promulgué les soldats digitaux, vous savez, ceux qui suivent savent. Moi je pense que c'était une très bonne réponse démocratique adaptée à la période contemporaine. Il faudrait qu'en France, et on a beaucoup de mal au sein de R à faire ça, il faudrait qu'on ait une armée de soldats digitaux. Ça ne veut pas dire des gens qui vont troller, je sais pas quoi, c'est pas juste ça, ou c'est pas des gens qui vont sur Amazon et qui cliquent sur comprendre l'Empire toute la journée. C'est pas juste ça, c'est qu'il faut qu'on soit pertinent et présent et efficace, j'ai pas envie de dire virtuellement parce que c'est pas le bon terme, mais sur cette nouvelle plateforme du débat politique public qui est Internet. Et on a beaucoup de mal à canaliser les gens chez nous là-dessus parce que c'est pas votre génération, ça fait chier, aller sur Internet, machin, des fois c'est des trucs ingrats, on met des commentaires, voilà. Mais incarner cette force, voilà. Et aux États-Unis, les soldats digitaux, c'était pas juste croire en Quanon, c'était effectivement Donald Trump en 2016, il est élu grâce aux réseaux sociaux. En partie. Il est élu grâce aux réseaux sociaux. Et pourtant, c'est l'anti-réseaux sociaux, c'est l'anti-GAFA. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà, pour ça je vous dis, ils ont toujours de l'avance sur nous. Ils ont réussi à retourner, entre guillemets, la bête contre elle-même, dès 2015 aux États-Unis. 2015-2017. Nous, on en a été capable dans une moindre mesure, après on s'est fait virer de YouTube, machin, mais je veux dire, en France, on a encore du mal, on a encore des réticences. Donc il faut s'accaparer les bonnes armes. Alors c'est déjà impossible de percer les secrets des dieux. Je ne peux faire que des hypothèses. Si j'en crois ma grille de lecture, je serais tenté de dire que ce que vous avez décrit entre la Chine et les États-Unis tient plus à la fuite en avant capitaliste, qui fait qu'effectivement, il y a eu, je vous dis, cette espèce de partenariat implicite entre les élites chinoises et les élites américaines qui ont dit ok, on accepte vos multinationales, ok, on devient l'atelier du monde, et que c'était conjoncturel et que ça devait se faire parce que c'était la logique du capital, c'était la logique bancaire, et que la Chine avait sa propre logique, et que peut-être les élites américaines se sont dit, je ne crois pas qu'ils aient été aveugles et qu'ils se sont dit au bout d'un moment ils vont quand même jouer la carte de leur propre développement économique. Je ne pense pas qu'ils se soient bouchés les yeux par rapport à ça, mais peut-être que les élites américaines n'ont pas pris ça en considération, ou peut-être qu'elles ont été trop arrogantes et qu'elles se sont dit bah on les contiendra en temps voulu. Mais peut-être aussi qu'elles n'ont pas les moyens, et depuis longtemps, de faire ce containment. Car comme je le supputais tout à l'heure, le capitalisme financier est en crise aux États-Unis depuis la fin des années 90. Quelque part, selon, encore une fois, ma grille de lecture, tout ce qu'on voit depuis les années 2000, le 11 septembre, les interventions au Proche-Orient, le Covid, la guerre en Ukraine, machin, moi j'aurais tendance à mettre ça dans la catégorie oui, de la fuite en avant, voire des manœuvres de survie en fait. Des manœuvres de survie. Donc on a parfois tendance à surestimer, par exemple, la puissance impérialiste, qui est beaucoup moins forte qu'elle l'est, mais après c'est très complexe, évidemment il y a des imbrications. Donc ça c'était sur la Chine. Votre deuxième exemple c'était oui, l'intervention russe. L'intervention russe en Ukraine, pareil, la grille de lecture que je vous propose, c'est de considérer que finalement c'est peut-être pas perdant-perdant pour tout le monde. Ça peut être perdant pour les Ukrainiens et les Russes, vraiment au niveau voilà, individuel. Mais dans le grand schéma que j'essaye de brosser, je vous dis, tout le monde y trouve plus ou moins son compte. C'était plus ou moins fatal. Et je ne suis pas sûr que ça soit terminé. Et je me demande s'il n'y a pas effectivement des accords implicites qui ressemblent à une sorte de partage du monde.
Par exemple, l'Ukraine, je pense que l'Ukraine va être partagée et que Poutine va endosser le rôle du grand méchant, mais qu'en fait que le contrat est déjà passé et qu'il va certainement récupérer une partie, donc vous savez, le Donbass, etc., la Crimée, mais que les Occidentaux, malgré leur cri d'orfraie, vont laisser faire et ont déjà acté cette situation. On voit bien qu'une partie de l'Ukraine va certainement être récupérée par la Pologne. On ne va pas me faire croire que c'est entre guillemets pas prévu, quoi. Je veux dire, on sait que ça va plus ou moins se passer comme ça, et je ne pense pas que ça soit que du hasard. Donc moi je postule le fait qu'il y a un partage du monde, un nouveau partage du monde, comme une nouvelle guerre froide qui se met en place, et que ça se fait déjà depuis 2015 avec la guerre en Syrie. Que, comme j'avais dit dans ma conférence optimiste de l'année dernière au festival, que vous avez peut-être déjà vu sur internet, et cette conférence est potentiellement la suite, je pense que la Troisième Guerre mondiale, si jamais elle devait avoir lieu, et si jamais elle a eu lieu, c'était la guerre en Syrie, et je pense que l'Empire justement l'a perdu. Et qu'à partir de là, des négociations sont entrées en vigueur entre les élites russes et les élites américaines, pour schématiser très très vite, et qu'il y a un nouveau partage qui s'est mis en place. Partage du Proche-Orient, des accords, et peut-être même partage au niveau de l'Union européenne, enfin, au niveau de l'Europe. Voilà. Et peut-être que la Russie est en position de force, et ce qu'elle fait, c'est pas simplement des réponses à des agressions. C'est peut-être aussi parce que c'est naturel, elle le fait, elle peut, et les autres l'autorisent malgré les apparences. Voilà, en tout cas, c'est des pistes. Alors, j'ai pas d'informations précises parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des questions de défense, mais si j'ai bien compris, l'Allemagne, qui de toute manière était déjà démilitarisée, je vous le dis depuis longtemps, a envoyé effectivement de l'artillerie. Mais je crois que c'est de l'artillerie d'ancienne génération, si j'ai bien compris. Donc, comme d'autres pays européens, hein, il y a assez peu de pays européens qui ont envoyé leur technologie de pointe en Ukraine. Donc en vrai, ils se débarrassent un peu des stocks, il y a un peu ce côté-là. Et on a vu aussi que l'Allemagne prétendait se remilitariser, c'est-à-dire qu'elle débloquait des budgets pour la défense. Et là, tout de suite, elle a dit « Ah, ça y est, c'est le retour d'Hitler, ça y est, on n'en peut plus ». Je pense qu'on en est loin, et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'Allemagne n'a pas vraiment les moyens de ces prétentions, parce qu'elle est dépendante du parapluie nucléaire, que ce soit du parapluie nucléaire français, du parapluie nucléaire américain. Il faut savoir qu'il y a des bases de l'OTAN en Allemagne encore, en Italie aussi. C'est pour ça que je vous parlais de l'Italie tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça que ça serait logique quelque part que Poutine pousse jusqu'à l'Allemagne, parce que s'il va au bout de sa logique, il va dire attendez, il y a des installations nucléaires otanesques en Allemagne. Mais je ne les veux pas à ma frontière, je ne les veux pas, je les veux pas sur le continent. Donc s'il pourrait, en fait, il pourrait carrément, et ce ne serait pas délirant d'imaginer qu'il va démanteler jusqu'au bout, entre guillemets. Mais pour répondre à votre question, voilà, je ne pense pas que ça soit si significatif que ça. Après, on a vu que les puissances européennes ont effectivement envoyé du matériel en Ukraine, on a vu que les États-Unis ont débloqué les budgets, mais il s'avère, selon certaines sources, que les armes ont été détournées et qu'elles n'arrivent pas en Ukraine, et qu'il n'y en a que, on va dire, un quart qui arrive en Ukraine, et que les trois quarts sont repris par les Balkans, dans les pays des Balkans, et qu'elles sont vouées à être vendues sur le marché africain. Il y a beaucoup d'intox. Il est question de pourrir la situation en Ukraine, effectivement, en armant, mais pas trop, en armant, mais pas avec les meilleures armes, en envoyant des hommes, mais pas trop. On n'est pas dans une logique d'affrontement pur et parfait, quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est une jeune Marocaine qui est offusquée du politiquement correct français et qui pensait que la liberté d'expression était plus forte en France. En fait, vous êtes déçus, quoi. Oui, c'est choquant. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a une vague, en fait, voilà. Il n'y a pas de politiciens qui vont porter ce combat réellement sur le... Ils ne parlent pas des insultes et des propos. Oui, oui, j'ai compris. Ils veulent vraiment qu'on ne ressente pas de la haine. C'est-à-dire, et c'est dans la société qu'on vous allez vous plaindre, on vous dit par exemple, vous avez mal compris. Il ne faudrait pas. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire, il faut être. Après, ce que ça induit, je pense qu'ici tout le monde l'a compris, c'est que nous sommes effectivement dans une période de répression, non seulement de l'esprit critique, mais de l'expression populaire. Et donc, ce que vous dites a une résonance, mais si vous voulez, pour nous, en France, on est habitué finalement à ce politiquement correct et à cette pensée unique depuis longtemps, parce qu'on vit sous la terreur idéologique depuis plusieurs années, et ça a commencé peut-être dans les années 80 avec l'antiracisme,
Et puis maintenant, effectivement, on est carrément jusqu'à combattre l'expression même d'une quelconque contestation. Donc je vous parlais d'aseptisation. Donc après ça nous ramène à la question des réseaux sociaux, justement, de la liberté de parole sur Internet, de la question de la censure, la question des médias. La question des médias dont on ne parle même plus en France, tellement on a acté que c'était un autre monde, en fait. C'est-à-dire que la plèbe ne se pose même plus la question de l'indépendance des médias. Quand on regarde la télé, on sait que c'est la Pravda. On a intégré cette mentalité, et ça c'est quelque chose d'assez troublant, je pense, d'un point de vue sociologique, que certains étudiants pourraient faire une thèse là-dessus, avec un peu de recul. Voilà, donc j'ai pas vraiment de réponse à vous donner, c'est une problématique très forte en France, effectivement, et ça tient dans la volonté oligarchique de contrôler l'expression du peuple, par le chantage à la haine, l'antisémitisme, comme vous le savez, le racisme, l'anti-LGBTisme, je ne sais pas quoi, la grossophobie, l'homophobie, la transphobie. Et justement, pour le vote, est-ce qu'il n'y a pas une urgence à repenser l'âge du vote? Parce que je trouve que c'est très très jeune, à 18 ans. Ah oui, mais Macron justement veut faire l'inverse, il veut rendre le vote de plus en plus jeune. Selon une certaine logique, ne devraient voter que les gens qui sont actifs du point de vue politico-économique, oui. Mais là, on n'est pas dans une logique démocratique absolue, vous l'aurez bien compris. Parce qu'on n'a pas de pont, c'est à 18 ans, je suis désolé. Bah, on n'est pas capable. On n'a pas assez de vécu, on sait même parce que c'est payer un loyer, même de payer des impôts. On ne sait pas ce que c'est légal à 18 ans. C'est quasiment honorable qu'un gamin de... Je suis d'accord. moi, je trouve que c'est un peu un discours de haine. Un discours de haine contre les jeunes. Je pense que cette dame veut imposer la charia. Je pense qu'il sera aussi viable que le capitalisme financier actuel, c'est-à-dire qu'il y a des élus, il y a des exclus, et tout le monde n'en bénéficie pas. Je pense que le but de la mutation du capitalisme financier en capitalisme de la surveillance, c'est de sauver les parasites. Et je pense que pour ces gens-là, c'est tout à fait envisageable. Après, sociologiquement, socio-économiquement parlant, peut-être que ça touchera d'autres catégories de la population, d'autres un peu moins, un peu plus. On en discutait tout à l'heure, peut-être que certains... Les retraités vont peut-être se sauver, peut-être pas, les actifs, la classe moyenne, les machins. Après ça c'est des détails, tu vois. Mais je pense que c'est pas délirant, oui. Je pense que c'est pas délirant, je pense que c'est viable. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet de réindustrialisation aussi, malgré tout, ce qui sera autour de l'industrie de la défense 2.0. Et donc il y aura tout à fait une économie capable de se survivre, quoi. Donc oui, je pense que c'est viable. Malheureusement, je pense que c'est pas un projet totalement abstrait de leur part. Même si ça va peut-être prendre différentes formes en fonction de tout un tas d'événements qui vont advenir. Donc à surveiller. Le contrôle social chinois, pour moi, correspond à sa sphère ethnoculturelle. Et je suis désolé de le dire de manière aussi raciste, mais ça a beaucoup plus de sens chez eux. L'Asie, c'est une zone surpeuplée avec une autre conception de l'individualisme. Ils sont collectivistes quelque part par essence en Asie. Et la gestion à la manière du crédit social, je te dis, correspond à leur mode de vie. Après, il faut rentrer dans les détails. Le crédit social en Chine n'aura rien à voir avec le crédit social, par exemple, en France, parce que ça ne sera pas du tout les mêmes facteurs qui vont primer. C'est-à-dire qu'en Chine, vous perdez des points de crédit social si vous poussez une mémé sous les roues d'une voiture, si vous taguez un mur, voilà, si vous êtes un délinquant. Après, peut-être qu'il y a aussi des implications qui vont dans l'ordre de la vie privée, je ne sais pas, si vous téléchargez beaucoup de porno et des trucs comme ça, peut-être qu'en Chine, vous perdez des points de crédit social. Alors qu'en France, plus vous serez un cosmopolite, migrant, réchauffiste, LGBT, tout ce que vous voulez, là vous aurez des points. Mais plus vous serez un nationaliste réfractaire d'extrême droite, en fait ce qui prime c'est la politisation. Et le problème en Occident c'est la politisation du crédit social. Et en France on va arriver au bout du bout à, si vous n'êtes pas un électeur d'Emmanuel Macron, vous n'êtes pas un bon citoyen. Et donc vous allez perdre du crédit social. Alors qu'en Chine ça sert à fabriquer des bons citoyens. En Macronie ça va fabriquer des anti-citoyens. Parce que par essence, la plupart des gens ne sont pas des macroniens pur jus, quoi. Voilà. Et ensuite, le lobby chinois est assez
peu présents sur le marché industriel du crédit social numérique en Europe. Vous savez, la Silicon Valley israélienne, je ne me souviens plus son nom, est assez présente sur le marché de la surveillance. D'ailleurs, Pegasus, c'est l'illustration, c'était le logiciel qui permettait d'espionner les dirigeants politiques. Par exemple, bon, c'est un logiciel israélien. À Nice aussi, non, la ville de À Nice, Estrosi a installé des caméras de surveillance, etc. Un système de surveillance très poussé qui vient d'Israël directement. Apparemment, les aéroports aussi. Et c'est pas les Chinois, ça. C'est pas les Chinois. Les aéroports aussi. De plus en plus. Et donc, en fait, les Chinois, quelque part là-dedans, c'est un peu la vitrine, quoi. On leur met un peu sur le dos, ah, regardez, c'est à la chinoise, c'est à la chinoise. En vrai, c'est plus à l'israélienne qu'à la chinoise. Comment sauvegarder, comment plébisciter les secteurs encore productifs français? À part par la reprise du pouvoir, et effectivement, sinon attendre qu'Elon Musk rachète la France, et que Poutine envahisse le pays, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'arrivera pas parce que nous sommes une puissance nucléaire. À notre échelle, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire, à part au niveau de consommateurs que nous sommes, effectivement, favoriser par exemple, vous savez, l'industrie locale, quoi. Les producteurs locaux, essayer de couper les intermédiaires, voilà, je vois pas vraiment de solution au niveau politique et au niveau social. Malheureusement, c'est la question du pouvoir. Malheureusement, c'est la question du pouvoir et je ne pense pas qu'on puisse la régler autrement que par ce biais-là. Sinon, nous, on peut faire au maximum en tant qu'individu à notre échelle, mais c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Et pour ce qui est du Commonwealth, ce que tu dis est très vrai, il y a des velléités d'indépendance de certains pays. Moi, j'avais fait cette remarque par rapport au Royaume-Uni. Je disais que Boris Johnson incarnait une ligne traditionnelle britannique qui tendait à se replier sur son empire colonial. Ça faisait que le Royaume-Uni allait se replier peut-être effectivement sur l'Australie, sur la Nouvelle-Zélande, etc. Mais chaque État a ses particularités, a ses spécificités, a ses velléités d'eux. Et il y a une grande confusion qui fait qu'il n'y a pas, quand je parlais du Commonwealth, j'ai parlé du Commonwealth pour le Royaume-Uni, mais une grande confusion qui fait que, par exemple, l'Australie tend à se libérer du verrou britannique, mais américain aussi. Et par exemple, l'affaire des sous-marins a été très emblématique par rapport à ça, et on a vu aujourd'hui d'ailleurs que l'Australie a été condamnée, enfin pas été condamnée, mais elle a versé 555 millions à Naval Group, qui est un groupe qui appartient à Dassault, qui appartient donc au complexe militaro-industriel. Et moi, mon analyse dans l'affaire des sous-marins, ça a été de dire que finalement l'Australie avait été chantagée par les États-Unis pour passer des contrats contre ses intérêts. Ça serait tout à fait logique que l'Australie tende à se détacher des Américains et veuille par exemple se détacher des Britanniques, mais en fait ça va être une expertise qu'elle va faire en temps réel, parce que ce sont des pays qui ont des velléités d'indépendance, mais qui n'ont pas les moyens de leur indépendance. Donc ils tendent quand même à se saisir d'un partenaire plus important, à s'abriter sous un partenaire plus important à un moment ou à un autre. Donc ça, moi je pense que ça sera dans l'intérêt des Australiens de se détacher des États-Unis, de se rapprocher par exemple des Britanniques. Mais après, je ne pense pas que des pays comme la Barbade ou la Nouvelle-Zélande aient les moyens de leur indépendance. Alors on a déjà tenté ça il y a plusieurs années, avec l'économie solidaire, qui tendait à mettre en relation des entrepreneurs, des artisans de notre sphère. Je ne dirais pas que ça a périclité, je dirais simplement qu'on s'est heurté très vite à un plafond de verre qui fait que c'est très compliqué de mobiliser des gens qui sont déjà hyper actifs de leur côté sur des projets quasiment nationaux comme ça. Voilà, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de moyens humains, de moyens matériels. Et donc on le fait à notre échelle, à notre réseau militant. Effectivement, maintenant ça s'incarne de plus en plus au festival où les gens se mettent en relation. Le festival de la réconciliation, c'est pas simplement venir pendant 3 jours voir des conférences. C'est aussi justement faire du réseau. On continue sous cette forme-là. Si on continue à grandir, si on continue à connecter des gens, si on continue à connecter des énergies, effectivement, potentiellement, on pourrait remettre en place ce genre de choses. Mais je le redis, ça sera à notre échelle. Ça ne sera jamais au niveau national. Au niveau national, il faudra qu'il y ait un point de bascule et il faudra qu'on prenne le pouvoir. Ah, très important, très intéressant. Ouais. Le sujet de la Turquie, très intéressant parce que c'est certainement le pion
qui pourrait faire basculer le schéma géopolitique d'ailleurs ça commence déjà, dans les prochaines semaines. La Turquie a réussi à se placer, la Turquie d'Erdogan a réussi à se placer, non pas en puissance de troisième voie, mais en électron plus ou moins libre, qui joue sur les deux tableaux, et qui a tout à fait de très fortes cartes dans son jeu, et qui pourrait tout à fait couronner des rois et les faire chuter. La Turquie est actuellement, au niveau géopolitique, dans l'affrontement OTAN-Russie, si tant est qu'il existe, elle a tout à fait les moyens, effectivement, de consacrer Poutine ou Biden, pour faire vite, comme de les trahir et de les pousser dans l'abîme. Pour que ça soit plus concret, en tant que membre de l'OTAN, la Turquie a un droit de veto. Et c'est l'un des seuls membres de l'OTAN qui a la capacité politique d'exercer ce droit de veto. Et par exemple, elle l'a déjà exercé dans l'affaire de l'intervention russe en Ukraine. Si demain, Vladimir Poutine décide d'envahir les pays baltes, c'est pas impossible, je m'intéresse aux travaux de Philippe Fabry à cet égard, il est fortement possible que la Turquie mette son droit de veto pour empêcher une intervention militaire otanesque et permettre à la Russie d'avancer ses pions sur l'échiquier géopolitique. Donc elle pourrait jouer le jeu de Poutine. Dans le même temps, plus Poutine avancera, plus elle sera capable de le trahir en lui mettant la pression, en lui disant « je t'ai laissé avancer jusqu'ici, mais maintenant je peux mettre mon droit de veto et je peux te bloquer, alors que c'est plus tu avances, plus ça devient difficile, parce qu'en échange, je veux que tu me laisses agir sur le théâtre, par exemple, du Haut-Karabakh, avec l'Azerbaïdjan, avec l'Arménie, avec ces choses-là. » Et en fait, la Turquie a des velléités d'empire régional. C'est pas refaire l'Empire ottoman, mais elle a des velléités d'empire régional, et elle compte bien jouer sur ses forces pour cela. Et donc je pense qu'elle va, dans un premier temps, favoriser l'avancée de la Russie de Poutine, pour ensuite la trahir, se rallier finalement au giron de l'OTAN et des États-Unis, et pousser potentiellement la Russie de Poutine dans l'abîme d'ici quelques années. Bref, surveiller vraiment la Russie, qui a vraiment des leviers, la Turquie, pardon, qui a vraiment des leviers de pouvoir, notamment par son immigration, très présente en France, très présente en Allemagne. Et aussi parce qu'Erdogan va certainement incarner une sorte de voix musulmane à l'international qui risque de peser, malgré tout, dans les prochaines années. Un pivot, un pion, un électron libre, qui joue sur les deux tableaux, qui trahira sans vergogne, faiseur de rois, défaiseur de rois, qui pourrait bien baiser tout le monde. La Turquie pourra faire pression, par exemple, sur nous, en disant je vais activer la 5e colonne islamo-gauchiste en France, elle peut tout à fait faire ça. Et après, c'est des tractations. Il y a des tractations par rapport à son territoire avec la Syrie, il y a des tractations avec le PKK, il y a tout un tas de choses. En fait, par exemple, là, quand elle a posé son veto pour l'intervention otanesque contre la Russie en Ukraine, elle a dit ouais, mais moi, en fait, en échange, je veux bien mettre le veto, mais si je mets le veto, en échange, je veux ça, 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 je veux que vous considériez le PKK comme une organisation terroriste, je veux faire sortir machin, je veux, tu vois. Et on a vu par exemple la Croatie aussi commencer à dire qu'elle était prête à mettre son droit de veto. Ça tend à donner des arguments par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'OTAN est loin d'être un monolithe. Et que, comme l'avait dit Emmanuel Macron, qui sait ce qu'il dit, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et c'est vrai, dans le sens où il n'y a plus de pilotes dans l'avion. Et ils sont beaucoup plus morcelés qu'on ne le croit. C'est pour ça que l'hypothèse que Poutine envahisse les pays baltes et envahisse l'Allemagne après avoir envahi la Pologne, parce qu'il passera par la Pologne, c'est loin d'être délirant parce qu'il n'y aura pas d'affrontement direct avec les puissances de l'OTAN, potentiellement. Parce que la Turquie va montrer l'exemple de l'indépendance. Voilà. Intéressez-vous à la Turquie. Sa justification, ça sera que si la Russie devait envahir la Pologne, elle le ferait pour les mêmes motifs relatifs qu'elle est intervenue en Ukraine, c'est-à-dire la pacification à ses frontières. Il faut savoir qu'il y a un dispositif militaire otanesque qui est positionné à la frontière polono-ukrainienne. Donc à partir du moment où la Russie reprend entre guillemets le contrôle sur une grande partie de l'Ukraine, elle va se sentir menacée à ses frontières, à sa nouvelle frontière. Qu'est-ce qui l'empêcherait de dire je suis intervenu en Ukraine parce que je me sentais menacé et maintenant je suis menacé à ces frontières-là? Qu'est-ce qui l'empêcherait de dire je vais intervenir aussi parce que vous avez massé des armes et des dispositifs et des hommes à ma nouvelle frontière naturelle? Et je vous le dis, je pense que si elle le fait, elle peut surprendre tout le monde.
Parce que les Turcs vont bloquer, justement, vont freiner. Parce que les Turcs, à ce moment-là, vont dire « Attendez, je veux négocier ». Et que l'OTAN, ça va partir dans tous les sens. Il y aura les machins, il y aura trucs qui diront « Attendez, oulala, je suis pas sûr ». Les Allemands vont commencer à chier dessus. Les Allemands, ils vont commencer à chier dessus si ça arrive. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire « Ouais, on y va, on va faire la guerre ». On fait « Attends, oulala, ils arrivent peut-être ». Non, mais on peut commencer à négocier. Donc c'est défendable. Après, quand je disais que la Russie, son intérêt, c'était pas de coloniser l'Europe, le but, c'est de faire respecter effectivement sa souveraineté et de se faire respecter à l'international. Mais se faire respecter à l'international, ça passe par le respect du droit international. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le droit international, via l'ONU, est bafoué. Et en fait, la Russie ne fait que demander que le droit international, via l'ONU, soit respecté. Même dans les accords de Minsk, ça n'a pas été respecté. En fait, ça n'a pratiquement jamais été respecté. Donc la Russie demande simplement que l'ONU fasse son travail. Pour ça, il va peut-être alors en passer par une réforme de l'ONU. Et moi je vous dis, l'hypothèse que la Russie pousse jusqu'aux Pays-Baltes et ensuite pousse jusqu'à la Pologne, ça me paraît envisageable. Et ça ne me paraît pas contradictoire avec ce qui motive la Russie actuellement. Et ça ne sera pas non plus, je vous dis, l'impérialisme russe absolu, c'est pas exactement ça. Il y a des bases de l'OTAN. Il y a une opération qui est déjà prête qui s'appelle l'opération Condor, je crois, qui a un plan en fait d'intervention effectivement sur l'Ukraine et vers la Russie à partir de la Pologne. Il y a un truc sur lequel il faut que vous vous intéressiez aussi, c'est le couloir de machin là, l'enclave de trucs là. Ouais, Kaliningrad. Ouais. Ça c'est une petite parcelle qui appartient à la Russie. À partir du moment où le conflit avec l'Ukraine sera plus ou moins réglé, si l'OTAN masse des troupes dans les pays baltes, la petite enclave de Kaliningrad pourrait être menacée finalement, parce qu'elle serait encerclée, littéralement encerclée. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie d'intervenir pour la sauvegarder? C'est la même chose que dans le Donbass, sauf que c'est une échelle un peu moindre. À surveiller. Puis la Pologne, je vous dis, c'est tout plat. Après, c'est Berlin direct. Si Poutine continue son avancée après l'Ukraine dans les pays baltes, l'OTAN va masser un maximum de troupes et déployer un maximum de troupes et d'armements à la frontière polono-ukrainienne. Et à partir de ce moment-là, les intérêts vitaux russes seront engagés, potentiellement. Donc pourquoi ne pas intervenir? D'autant plus que je vous dis, grâce ou à cause de la Turquie, ça sera faisable. Risqué, mais faisable. Et à partir de ce moment-là, si ça se fait, l'OTAN éclate, l'Union européenne éclate. Parce que ça tire dans tous les sens. Après, en tant que Français, se pose la question de qu'est-ce qui jouerait le plus notre jeu, qu'est-ce qui représente le plus nos intérêts. Effectivement, nous, en tant que Français, pour se libérer de la prédation oligarchique, on a l'impression qu'on est obligé d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Et on est obligé d'attendre, effectivement, d'espérer que l'Union européenne s'écroule, que l'OTAN s'écroule. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que malheureusement la Macronie a déjà pris les devants et que c'est pas gagné. C'est pas gagné, qu'ils ont déjà un plan de repli qui s'appelle potentiellement l'Union latine et qu'ils vont pas lâcher le truc comme ça. Mais par contre, ça pourrait avoir quand même des conséquences, parce que si l'Union européenne, c'est le scénario optimiste quelque part, se casse la gueule à vitesse grand V, même si ça sera maquillé de sauvegarde de la démocratie, de machin, de trucs, ça peut avoir des implications, et ça peut profiter à quelqu'un comme Emmanuel Macron qui pourra s'enorgueillir d'être le parangon de la démocratie, mais ça peut aussi tanguer, parce que ça peut aussi faire des remous, ça peut aussi faire des gens qui disent « attendez, il se passe n'importe quoi ». On ne peut pas savoir exactement comment on va réagir à ce moment-là. Bah, moi je pense que c'est plié. Je pense que Macron va avoir la majorité. Au pire ou au mieux, Macron aura une majorité relative. Mais voilà, je ne crois pas du tout à la NUP, là, je sais pas quoi, et à Mélenchon, quoi. Donc, je ne crois pas du tout à Mélenchon Premier ministre. Quelque part, ça serait un accro dans l'agenda. Ça serait presque marrant à observer. Ça serait pas joyeux, mais ce serait peut-être marrant à observer de voir comment il se repositionne à vitesse grand V. Mais sinon, moi, je pense que c'est plié, que là, je veux dire, les législatives, les seuls qui vont se déplacer, vous savez, hein, c'est les boomers, c'est bon, c'est réglé. Hein. Donc là, non, le plan se déroule sans accroc, comme l'agence touriste. C'est parti, quoi. Et s'il a la majorité absolue et pas la majorité relative, on est encore plus de plein pied dans ce que je vous décris depuis tout à l'heure. Bah, c'est-à-dire, c'est pareil, ça c'est les travaux de Philippe Fabry. Il s'avère que les sénateurs qui ne représentent pas du tout les intérêts populaires au niveau des intérêts de classe, mais qui quand même sont censés être au plus proche relativement de la démocratie populaire et qui ont quand même un devoir de représentativité un peu plus poussé, pourraient se sentir en danger, en fait, c'est plutôt ça, en fait. Pourraient se sentir en danger quand les prix de l'essence, de l'énergie et de tout le bordel vont augmenter, en fait.
et qu'ils vont peut-être faire remonter un peu ces histoires, parce qu'ils vont sentir que ça commence à piquer, et ils vont quand même faire remonter la colère là-haut. Et puis il faut savoir que Macron, il énerve beaucoup de monde. Il énerve beaucoup, beaucoup de monde. Donc il y a quand même des gens qui veulent sa tête. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont dans notre camp, mais ça veut dire qu'il y a des contre-pouvoirs au sein du pouvoir. Et même s'il a fait un sacré ménage, ça pourrait jouer. C'est-à-dire qu'on a contestation populaire, sociale, qui risque effectivement de se réveiller fortement quand ça va être l'hiver. On a révolte institutionnelle qui va être liée à tout ça, mais qui découle de l'autocratie en marche. Et puis on a la question internationale. Je veux dire, les politiciens institutionnels aussi, au bout d'un moment, si vraiment ça tangue avec l'Allemagne, avec la Russie et machin, ils vont commencer à se dire « Oh là là, Macron, qu'est-ce que tu fais ?» Ça va partir dans tous les sens. Hein. C'est pas gagné à 100%. Il va devoir négocier. Et on verra. Et peut-être, oui, peut-être. On verra ce que ça donne. Mais je pense qu'il y aura des accros aussi à ce niveau-là. À surveiller. Social, institutionnel, géopolitique, ça risque de tanguer pour Macron. Après, est-ce qu'il va réussir à mener sa barque? Est-ce que ça va tanguer énormément ou assez peu? À surveiller. Si Emmanuel Macron était voué à rester pendant 20 ans au pouvoir, comme c'est son objectif je pense, effectivement on se demande si Brigitte va survivre, puisqu'elle arrivera à 90 ans quand même. Donc ça pourrait être un accro. Et après, je vous le dis, ils ont choisi aussi un mec de 40 ans parce qu'il est censé tenir la route et encaisser plus que les autres. Et il est là parce que c'est un bon gilet pare-balles. Voilà. Donc c'est pas lui la femme. Non, mais Macron c'est un peu comme Klaus Schwab, c'est un fonctionnaire qui a été choisi pour ses compétences. C'est bon ? Ouais.